bienvenue. Merci à tous d'être là aujourd'hui et j'espère que vous avez fait bonne route. Donc déjà, on voudrait dédier cette journée à Laetitia Lèche, qui était membre du groupe d'intérêt et qui est décédée cet été. Et cette journée n'aurait jamais eu lieu si elle n'avait pas été à l'organisation tout le printemps. Donc cette journée est en mémoire de Laetitia Lèche. Je voulais aussi, dès le début, remercier tous nos bénévoles et les intervenants. Alors vous en avez vu dans le couloir, vous allez en voir lors de la plénière ce matin. Ils sont venus d'un peu partout en France, surtout des Hauts-de-France. On remercie beaucoup le CHU de Lille, qui nous envoie plein d'intervenants pour toute la journée. Et aussi, on voulait remercier deux associations, donc ABNM, donc l'association belge, et Éclat pour les types 1, puisque du coup, cette journée est organisée en partenariat avec ces deux autres associations. Donc nous sommes, on est le groupe d'intérêt SMA, donc on appartient à la FM Téléthon, on est une dizaine de bénévoles, à la fois des parents et des patients. On représente surtout les types 2 et type 3, puisque Éclat est plus orienté type 1. Nous avons 2 administratrices au sein du groupe, et on a du coup 4 patients qui sont formés à l'international et 2 patients formés aux ETP, ce qui nous permet de vous représenter un peu partout, que ce soit en France, mais aussi à l'international en Europe. Et alors, pour nous trouver, si jamais vous ne saviez pas, même si vous êtes là, normalement, vous avez eu les informations, on a une permanence téléphonique sur laquelle vous pouvez appeler quand vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail. Alors, si vous contactez par mail, c'est maman qui est dans la salle, qui lève la main, qui répond. Nous avons un blog où vous avez toute l'information toute l'année sur la recherche scientifique, mais aussi des informations un peu plus générales sur la maladie. Et on a aussi une page Facebook où vous pouvez nous contacter en direct. Et là, pour le coup, c'est moi qui réponds si vous avez des questions et des messages. Et donc, on va direct démarrer sur la plénière. Et du coup, j'invite Christian Côté pour la suite, pour l'accueil par l'AFM Télé. Merci Laetitia. Merci au groupe d'intérêt de m'avoir invité à prendre la parole ce matin. Quel plaisir de se retrouver, je dirais, en famille. La dernière fois, c'était en mai 2019, à l'AFM, à Évry, où il y avait cette réunion nationale des familles SMA déjà organisée par le groupe d'intérêt. Je reconnais dans la salle beaucoup de visages connus. Alors ce qui fait plaisir, c'est la diversité des âges. Alors il y a des vieux comme moi, qui nous rencontrons depuis des années, même j'ai envie de dire des décennies. Et puis alors, il y a des nouvelles générations, et puis il y a les tout petits. Et ce qui est important, c'est tout le chemin qui a été parcouru. Personnellement, ma fille a été diagnostiquée en 1985, elle aura 40 ans dans quelques semaines. C'est pas étonnant si vous me voyez avec des cheveux blancs. Il y a tout un parcours qui a été accompli. Les thérapeutiques, je ne vais pas en parler maintenant, on va en parler tout à l'heure. Les avancées thérapeutiques, les progrès. Je vois dans la salle des mamans, je vois, il est certain que le contexte d'aujourd'hui, des cliniciens vont s'exprimer tout à l'heure, est tout à fait différent. Lorsqu'on annonce un diagnostic, on nous disait, il y a encore pas si longtemps, maladie grave, maladie incurable, prise en compte symptomatique de la maladie. Aujourd'hui, le diagnostic, lorsqu'il est annoncé, est toujours sévère, mais en même temps, on présente des alternatives, différentes alternatives thérapeutiques, différents projets thérapeutiques possibles, et donc c'est une toute autre approche, tant du point de vue du suivi du malade que du projet de vie qui est complètement différent aujourd'hui grâce à ce progrès thérapeutique pour lequel votre association, pour lequel les militants que vous êtes au sein de l'association AFM Téléthon ont eu un rôle très actif. Et puis, tout n'est pas gagné, bien sûr.
il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, pour la France, un des enjeux principaux, c'est la mise en œuvre, le déploiement national du dépistage néonatal, qui n'est pas encore réalisé, on en parlera tout à l'heure. Pour les adultes, notamment, pour les enfants aussi d'ailleurs, il y a la question des combinaisons thérapeutiques pour additionner des possibilités de regagner un petit peu en force musculaire avec des produits qui sont aujourd'hui en expérimentation et qui peuvent être couplés avec les traitements disponibles qui adressent le mécanisme génétique de la maladie. Donc voilà, tout n'est pas gagné, et malheureusement tout n'est pas gagné parce que malgré ces thérapeutiques, il y a encore en France aujourd'hui, dans le monde en général, mais en particulier en France, tant qu'on ne dépistera pas à la naissance cette maladie, des bébés qui naissent et qui, lorsqu'ils arrivent au moment du diagnostic, sont trop aggravés pour que les cliniciens jugent que l'on peut attendre une efficacité thérapeutique significative des traitements disponibles. Et donc, il y a encore des bébés qui sont renvoyés encore en 2023, en France, à l'histoire naturelle de la maladie. C'est dire les chantiers qui sont devant nous, mais en même temps, on va regarder pendant cette matinée ce qui s'est passé ces 30 dernières années, et on va voir que le paysage a complètement changé, et que maintenant, on peut regarder pour cette maladie-là, je dirais, l'avenir avec un regard beaucoup plus positif que pour les générations précédentes. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, on aura le temps d'approfondir toutes ces discussions tout à l'heure, et je passe la parole à Laetitia qui nous réclame. Donc, nous allons commencer maintenant la partie neuro, du coup avec le docteur Davion qui va parler du coup de la prise en charge neurologique pour les enfants. Bonjour, donc merci beaucoup à la FM Téléthon pour son invitation à parler, à échanger à ce sujet-là. Et donc ma présentation elle va être plutôt centrée sur la prise en charge et les traitements. Alors j'ai des conflits d'intérêts avec un peu tous les laboratoires du domaine. Alors pour commencer, pour comprendre les traitements, il faut comprendre à quoi est liée la maladie, la myotrophie spinale. Sur le schéma que vous voyez ici, vous avez un schéma du cerveau, des nerfs et des muscles. Et donc nos muscles sont commandés par le cerveau et par des neurones. Et il y a une partie de ces neurones qui commandent les muscles, qui passent par les nerfs. C'est ceux que vous voyez ici en rouge sur le schéma. Ces neurones, pour survivre, ils ont besoin d'un facteur de survie qui s'appelle SMN, qui veut dire survie du neurone moteur. Et ce facteur, il est produit par deux gènes qui s'appellent SMN1 et SMN2. La majeure partie de la protéine, elle est produite par le gène SMN1, c'est pour ça que vous voyez une grosse flèche. Et il y a une petite partie qui est produite par le gène SMN2. La myotrophie spinale, elle survient lorsqu'il y a des anomalies génétiques dans le gène SMN1, qui fait que ce gène ne peut plus produire la protéine. Or, comme c'était la majeure source de cette protéine, la production diminue beaucoup, elle repose plus que sur le gène SMN2, et les neurones moteurs sont privés de ce facteur de survie. Et à cause de cela, en fait, ils se mettent progressivement à mourir et à diminuer en quantité au fur et à mesure du temps, avec une courbe qui est à peu près comme cela. Et cette perte de neurones moteurs va faire que les muscles ne vont plus bien être commandés, et donc des muscles à différents endroits ne vont plus bien être commandés, au niveau de la phonation, la déglutition, tout ce qui sert à avaler, au niveau de la respiration, ce qui peut donner des difficultés respiratoires, au niveau des muscles des membres, ce qui va donner une faiblesse motrice, et puis des muscles qui vont devenir plus maigres, et puis également au niveau des muscles du dos, ce qui va avoir tendance à aboutir à une scoliose. Donc c'est ça l'explication au final de toute la maladie, c'est ce manque de protéines SMN qui est un facteur de survie qui fait que les neurones ont tendance à diminuer de manière progressive. Alors, quand on s'est rendu compte de ces explications de la maladie dans les années 90, on a compris rapidement que le problème c'était le manque de protéines SMN, et donc que si on arrivait à augmenter la quantité de protéines SMN, par conséquent on limiterait cette perte de neurones moteurs. Et c'est sur cette idée-là qu'ont été développés les traitements. Si jamais on arrive à augmenter la quantité, on bloque la perte des neurones moteurs, et le nombre va avoir tendance à rester stable, si possible, et donc la maladie va s'arrêter de progresser.
Donc on a plusieurs types de traitements qui permettent de faire ça aujourd'hui. Il y a des traitements qui agissent sur le gène SMN2 qui produit encore un petit peu de protéines SMN. C'est le nusinersen qui se fait en injection dans le bas du dos tous les 4 mois et le risdiplam qui se prend par la bouche. Ces traitements permettent d'augmenter la production de protéines SMN à partir du gène SMN2. Il y a une autre approche qui existe, qui est la thérapie génique, qui s'administre en injection intraveineuse une fois, où là c'est un petit peu différent. Le but c'est d'apporter un gène qui va permettre de produire la protéine SMN via un virus qu'on utilise comme un cheval de Troie. Tous ces traitements ayant le même but d'augmenter la quantité de protéines SMN et donc d'essayer d'éviter la perte des neurones moteurs. Alors, quels sont les effets de ces traitements? Notamment, je vais parler plutôt de l'enfant, puisque le docteur Tarr parlera plutôt après de l'adulte. Donc, ils ont été étudiés dans plusieurs études, et pour les 3 traitements, on sait qu'ils sont tous plus efficaces que de ne rien faire, qui limitent la perte de neurones moteurs de manière efficace. Cependant, aucun n'est parfait, et donc du coup, les patients qui sont traités, ça n'efface jamais complètement tous les signes de la maladie. Alors, pour quelle raison? La raison, c'est qu'une fois qu'on a bloqué la perte de neurones moteurs, idéalement, on l'a bloqué complètement et le nombre de neurones moteurs reste parfaitement stable, mais il y a déjà eu une perte qui s'est installée malheureusement avec le temps, et on reste toujours en dessous du nombre de neurones moteurs que le patient aurait eu s'il n'avait pas eu la maladie. C'est cette différence qui fait qu'il peut exister des signes qui restent. Donc, ces traitements-là ne font pas repousser les neurones moteurs perdus, ils permettent d'éviter qu'il y ait une perte de neurones qui se poursuivent. Alors une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'entre ces 3 traitements, il y en a un qui est plus efficace que les autres? Actuellement, aujourd'hui, on ne sait pas, puisqu'il n'y a jamais eu aucune comparaison vraiment rigoureuse sur le plan scientifique. Les études, elles ont inclus des populations qui ne sont pas tout à fait les mêmes, donc qui ne sont pas tout à fait comparables. Et aujourd'hui, on n'a aucune preuve qu'il y ait un traitement qui soit supérieur à l'autre. Alors ce qu'on sait par contre, c'est que ces traitements, ils sont plus efficaces s'ils sont utilisés tôt, et ça a été montré avec les 3 traitements. En fait, c'est quelque chose d'assez intuitif si vous avez compris les explications de tout à l'heure, puisque si on traite tôt, on évite une perte de neurones moteurs et on arrive à en garder plus que si on traite plus tard. Vous voyez, si on traite à l'endroit de ma flèche verte, on garde plus de neurones moteurs si on arrive à bloquer complètement la maladie que si on traite avec ma flèche rouge. Donc au plus tôt, au mieux. Le mieux, l'idéal de l'idéal, M. Coté en parlait, c'est de traiter avant même qu'il y ait les symptômes, au moment où le nombre de neurones moteurs reste le plus élevé possible. Et dans ces cas-là, on a des effets qui sont maximaux de ces traitements-là. Alors là, vous voyez, avec un des traitements, c'était une étude chez des enfants présymptomatiques qui n'avaient aucun traitement. La zone grise que vous voyez, c'est la normale, le développement d'un enfant qui n'a pas de maladie. Mais vous pouvez voir que chez les enfants qui avaient 3 copies de SMN2 sur le côté, ils suivent tous une trajectoire normale. Okay. Alors c'est quand même toujours pas parfait, puisque vous voyez sur le schéma de droite qui représente les enfants qui ont 2 copies de SMN2, qu'il y a quand même des enfants qui s'écartent de la normale, mais qui ont un résultat qui est largement meilleur que si on avait traité alors qu'il y avait des symptômes. Et donc du coup, c'est toute cette réflexion-là et ces résultats-là qui amènent à penser au dépistage néonatal pour essayer de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible et d'avoir un effet maximum de ces traitements. Alors quels sont les effets indésirables de ces traitements? Ils diffèrent selon le type de traitement. Pour ce qui est du nusinersen qui se fait en injection dans le bas du dos, les effets indésirables principaux qu'on observe, c'est ceux qui sont liés à l'injection. C'est une injection qui n'est pas très agréable, ça reste une piqûre. Parfois, il peut y avoir des maux de tête qui suivent les injections. Et il y a d'autres effets indésirables qui ont été rapportés, mais qui sont beaucoup plus rares. Personnellement, j'en ai jamais vu, mais comme des problèmes de coagulation, des problèmes au niveau du rein, ou des problèmes de liquide qui se drainent plus bien autour du cerveau et de la moelle épinière. Pour ce qui est du risdiplam, les effets les plus fréquemment décrits, c'est des effets assez généraux, des diarrhées, des nausées, des boutons sur la peau, des maux de tête, des douleurs articulaires, donc qui sont des effets assez courants avec les médicaments, rien de très spécifique.
Par contre, chez l'animal, il y a des effets indésirables un peu plus gênants qui ont été observés, notamment des effets au niveau de la production de spermatozoïdes. Il y avait une toxicité du médicament à cet endroit-là chez l'animal lorsque c'était testé à forte dose, qui a priori était réversible. Quand on arrêtait le médicament chez l'animal, ça reprenait, mais peut-être qu'il peut se passer quelque chose à cet endroit-là aussi chez l'homme. Chez l'animal, il y avait aussi une observation d'une toxicité au niveau des yeux, notamment au niveau de la rétine. Et enfin, pour la thérapie génique, donc le virus dans lequel on met un gène qui produit la protéine SMN, il y a des effets indésirables potentiellement graves qui ont été rapportés, avec des décès, des patients qui font des hépatites, des inflammations du foie, qui sont a priori liées au virus, une baisse des plaquettes qui peut être observée, et aussi un effet indésirable qu'on appelle microangiopathie thrombotique, qui est, pour simplifier, une espèce d'inflammation qui va bloquer les plaquettes dans le rein et peut provoquer des problèmes au niveau des reins. C'est des effets qui surviennent généralement précocement après l'injection dans les mois qui suivent, mais qui peuvent être très problématiques, qui sont heureusement assez rares. Donc vous voyez 3 médicaments avec quand même des effets indésirables potentiels. Alors une question aussi qui était posée, c'est qui va bénéficier des traitements? C'est une question qui est extrêmement compliquée, et c'est pour cela que lorsqu'on discute d'un traitement, on en discute toujours dans des réunions nationales qu'on appelle des RCP. Le but étant de savoir, est-ce que quand on va mettre un traitement, on va apporter plus de bénéfices que de risques et d'inconvénients qu'on va faire courir aux patients. Et donc en fait, le but, c'est de peser le pour et le contre. Et comme c'est une question difficile, c'est une question qu'on se pose généralement entre experts, où on en discute pour savoir ce qui nous semble être le mieux pour le patient. Alors je vais vous donner quelques petits exemples ici, qui sont des exemples caricaturaux, qui ne reflètent pas du tout des cas réels de patients, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu, par exemple, la manière dont on peut réfléchir en réunion nationale, mais j'insiste bien, c'est vraiment uniquement à visée pédagogique et ce n'est pas du tout des choses réelles. Donc si on prend par exemple un enfant qui arriverait avec une amyotrophie spinale de type 1 à 3 mois, symptomatique, mais qui garde heureusement un bon état moteur, qui bouge encore relativement bien, qui n'a pas d'atteinte de la déglutition, pas de problème pour avaler, pas d'atteinte de la respiration, c'est probablement un patient chez qui on dirait qu'il faut débuter un traitement en urgence. Pour quelle raison? Parce que si on reprend un petit peu notre graphique avec la perte de neurones moteurs au niveau du temps, cet enfant il est probablement au début de sa maladie, il a encore probablement beaucoup de neurones moteurs qui restent puisqu'il a un bon état moteur, et si on le traite très tôt, on va essayer de bloquer la maladie le plus tôt possible pour qu'il garde le plus de neurones possible et qu'il ait le moins de signes de la maladie possible. Et donc c'est vraiment des patients qu'on traite en urgence. On les traite en urgence parce que si on attend un petit peu, même des fois uniquement quelques semaines, comme au début la maladie peut évoluer extrêmement vite, eh bien, il pourrait y avoir déjà beaucoup de neurones moteurs qui seraient perdus et on aurait un effet des médicaments qui seraient nettement moins bons. Donc ça, c'est vraiment des indications qu'on discute vraiment en urgence. Il y a des réunions très régulières pour les enfants pour discuter de ce type de cas. Alors, un autre exemple, ce serait un enfant qui aurait aussi une amyotrophie spinale de type 1, mais qui malheureusement arriverait plus tard, et qui se présenterait avec déjà une atteinte sévère de la respiration, des difficultés à avaler, qui bougerait vraiment pas beaucoup, un enfant qui aurait vraiment beaucoup de signes de sa maladie. Et malheureusement, dans cette situation, un grand nombre de cas encore d'enfants qui arrivent dans cette situation-là, on attend assez peu des traitements, parce que ce sont des patients qui arrivent à un stade où ils ont déjà perdu énormément de neurones moteurs, et les traiter ne ferait pas repousser les neurones moteurs déjà perdus, engendrerait très peu d'alimentation, et on pourrait penser que cet enfant-là ne bénéficierait absolument pas des traitements. C'est dans ces situations-là où parfois on ne propose pas de traitement parce que ça nous semblerait faire presque pire que nous. Alors un autre exemple, quelqu'un d'un peu plus âgé, une amyotrophie spinale de type 2 de 25 ans avec un patient qui dirait je m'aggrave lentement. Par exemple, il y a encore un an, quand ma main tombait de mon fauteuil roulant, j'arrivais à la remettre sur le joystick tout seul. Maintenant, je n'y arrive plus du tout, qui s'est donné des exemples comme ça d'aggravation. On peut penser qu'il y a encore une perte de neurones moteurs qui se produit, que le phénomène de pathologique est encore en cours, et dans ces cas-là, il y aura un intérêt à débuter un traitement pour essayer de stabiliser. Dans ce cas-là, le patient a une maladie avancée, mais probablement qu'elle évolue encore, on a des arguments pour le penser, et donc qu'en traitant, on limiterait l'aggravation qui est en train de se produire. Donc dans ces cas-là, on fait un traitement, on en attend un petit peu moins
moins puisqu'on traite plus tardivement, mais on essaye de stabiliser ces patients. Un autre exemple aussi, pour vous montrer un cas où on pourrait décider de ne pas traiter, un patient avec un type 3 qui était très stable depuis plusieurs années, qui se plaignait de rien, et puis qui là va dire depuis 6 mois je m'aggrave nettement, j'ai beaucoup plus de mal à marcher, et puis en fait en regardant il a pris énormément de poids en 6 mois, il a pris 5 kilos, et on n'a pas d'autre argument pour une évolution de la maladie. Par exemple dans ces cas-là, le problème, c'est plus probablement la prise de poids qui le gêne que vraiment une évolutivité de la maladie. Et donc dans ces cas-là, s'il n'est pas traité, débuter un traitement, probablement que ça ne changerait rien et que le véritable problème, c'est la prise de poids. Et donc dans ces cas-là, on peut dire par exemple, non, il faut mieux essayer de perdre du poids et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. On n'a pas d'argument pour penser que la maladie soit évolutive. Un dernier exemple, qui est clairement un des cas les plus compliqués dont on peut discuter chez l'adulte, une amyotrophie spinale de type 3 chez quelqu'un qui a 45 ans, qui est stable depuis plusieurs années. Dans ces cas-là, quel va être l'effet des traitements? On ne sait pas bien, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de bénéfices attendus que chez quelqu'un qui serait beaucoup plus jeune. Parfois, certains patients s'améliorent parce qu'en fait, ils évoluaient à bas bruit. Parfois, les patients en fait étaient déjà stables et puis on n'a pas d'amélioration sous traitement. Ça, c'est vraiment les cas les plus compliqués à discuter. Dans tous les cas, on sait qu'on ne s'attend pas à des effets extrêmement importants puisque on traite tardivement et on tombe toujours sur la même explication avec mon petit schéma. Alors, les questions qu'on nous pose parfois aussi, c'est est-ce que ça doit changer toute la prise en charge rééducative respiratoire sur la déglutition? La réponse est très clairement non, puisque ces traitements-là ne sont pas parfaits, ils n'effacent jamais tous les signes de la maladie actuellement, et donc du coup, il reste toujours des symptômes qui sont à continuer de prendre en charge. Et donc toute la prise en charge qui est déjà mise en place de rééducation, les éventuelles chirurgies, la kinésithérapie, la prise en charge respiratoire et de nutrition, elle reste toujours absolument indispensable et clairement les patients qui sont bien pris en charge à ce niveau-là vont mieux que les autres. Donc les traitements ne remplacent absolument pas toute cette prise en charge. Alors, un changement quand même qu'on a vu avec l'arrivée de ces traitements-là, c'est qu'on voit des nouvelles manifestations, des choses qu'on ne voyait pas spécialement avant ou beaucoup moins. C'est ce qui est appelé les nouveaux phénotypes. Peut-être que ce terme vous dit quelque chose. Par exemple, chez les enfants à amyotrophie spinale de type 1 traités, on voit apparaître des scolioses très sévères et très précoces, et beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'était des situations qui n'arrivaient quasiment jamais auparavant, et donc qui posent des nouvelles questions de prise en charge auxquelles on n'est pas forcément habitué. Donc ça change quand même les choses. Et des fois, c'est difficile d'apporter des réponses claires à ce sujet-là, puisque c'est des phénomènes nouveaux sur lesquels personne n'a beaucoup de recul, personne ne sait absolument ce qu'il faut faire, et donc ça pose beaucoup de questions. Alors il y a tout un tas d'autres déformations orthopédiques ou d'autres problèmes qui peuvent apparaître. Parfois les patients ont énormément de questions à ce sujet-là, mais c'est encore une fois très difficile de répondre, puisque c'est des choses vraiment, vraiment nouvelles. Voilà ce que je voulais vous dire chez l'enfant. Il y aura un temps de questions juste après, si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Je passe la parole à Céline Tard pour plutôt parler de la vie. Bonjour à tous et merci à Jean-Baptiste d'avoir introduit déjà l'effet des traitements. On va gagner un petit peu de temps. Donc moi je suis neurologue adulte au centre neuromusculaire de Lille, donc j'ai aussi des conflits d'intérêts avec la plupart des industriels dans les maladies neuromusculaires, donc dans la myotrophie spinale essentiellement Roche et Diogène. Alors d'abord alors c'est petit, je suis désolée, je voulais introduire la notion d'évaluation, parce que c'est vrai que chez l'enfant, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'était plus facile de voir éventuellement s'il y avait une modification avec les traitements par rapport à l'histoire naturelle de la maladie. Chez l'adulte, s'il y a des évolutions, elles sont beaucoup plus fines. Et donc on a vraiment besoin de critères objectifs, mesurables, pour pouvoir voir si en effet il y a des choses qui bougent. Et donc dans ce qu'on évalue chez les patients marchants, là, vous voyez le test de marche de 6 minutes, et on considère par exemple qu'une variation de 30 mètres, ça va être un gain qui peut avoir des conséquences en termes de qualité de vie. Et puis la MFM, sur laquelle vous êtes familier, j'imagine, on considère qu'une amélioration de 2 à 3 points, c'est déjà pas mal pour avoir des conséquences.
Et puis la rhume, donc une échelle qui a été évaluée récemment pour le membre supérieur, parce que chez les patients qui ont perdu la marche, on sait très bien qu'avec les nouveaux traitements, probablement qu'on ne la regagnera pas, mais si on peut améliorer au moins le membre supérieur, et donc c'est des échelles qui ont été développées spécifiquement pour le membre supérieur et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de gain significatif défini pour dire qu'il y a une amélioration clinique. Donc, chez l'adulte, on n'a pas eu de beaux essais thérapeutiques, comme il y a pu en avoir chez l'enfant. On est arrivé un petit peu après, c'est-à-dire qu'il y a eu des traitements qui ont été validés, qui ont été mis sur le marché, puis on nous a dit vous avez le droit de les prescrire chez l'adulte. On ne savait absolument pas ce que ça allait donner. Et donc pour ça, il fallait reprendre aussi nos données d'histoire naturelle, c'est-à-dire comment évolue un patient à eutrophie spinale à l'âge adulte en l'absence de traitement. Et ce qu'on sait, donc on dit qu'en général, les patients à l'âge adulte sont stables. En fait, c'est pas si vrai, ils sont globalement stables, mais il y a quand même une aggravation assez lente qui se produit. Donc ça, c'est sur le test de marche de 6 minutes. Je suis pas sûre, il y a un pointeur là. Ouais. Le test de marche de 6 minutes après 20 ans, ce qu'on connaissait dans l'histoire naturelle de la maladie, c'est que les gens marchant perdaient 10 mètres par an. Donc vous voyez, à l'échelon individuel, on se dit, bon, à 10 mètres près, c'est pas grand-chose, mais quand on est au bout de 10 ans, ça veut dire qu'on a perdu quasiment 100 mètres de périmètre de marche. Donc il y a quand même une aggravation qui existait, mais qui était lente et qui était souvent pas forcément mesurée. Ça, c'est sur l'échelle, donc je vous disais, du membre supérieur, la rhume, et chez les adultes, chez les gens de plus de 15 ans, il n'y a pas eu d'histoire naturelle chez des gens très, très vieux, on perd 0,6 points par an en moyenne. Donc là, quand même, la courbe neurone-temps qu'a montré Jean-Baptiste Davion, même si elle se tasse à l'âge adulte, on continue quand même de s'aggraver doucement, en général, sans traitement. Pour l'HFMSE, c'est pareil. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en effet, chez l'adulte, on était dans une situation un peu complexe, où il n'y avait pas de phase 3. Donc une phase 3, c'est une étude où on compare par rapport à un placebo. On a réussi, grâce aux Allemands notamment, et puis les Italiens aussi, ont leur donné ce qu'on appelle de vie réelle, c'est-à-dire qu'ils ont publié les patients qui avaient été traités à l'âge adulte par nusinersen, donc je vais vous les présenter. Et puis, pour le risdiplam, on n'a pas encore ces belles études de vie réelle, parce que c'est un traitement qui est arrivé plus récemment, mais on peut regarder ce qui se passe dans les études de phase 3 chez les sous-groupes de gens un peu plus âgés qui ont été inclus. Donc la cohorte allemande, c'est celle qui nous a un petit peu rassurés quand elle a été publiée, en se disant on fait bien quand même de traiter les adultes parce qu'il y a l'air de se passer des choses, même si de manière intuitive, comme le disait Jean-Baptiste Davion, on se disait que chez l'adulte, comme le motoneurone ne repousse pas, aller traiter avec un médicament qui empêche la perte des motoneurones, on n'aurait probablement pas d'amélioration. Et puis on a eu la chance de voir qu'il y avait quand même parfois une petite amélioration motrice. Donc les Allemands, je vous disais, ont publié les patients qu'ils ont traités, donc c'était tous les adultes, alors ils ont mis un cut-off à 16 ans, 16 à 65 ans, 173 patients inclus, et puis en fait, c'est quand ils ont publié le papier, on n'avait que 57 qui étaient arrivés à 14 mois, mais tous continuaient à être traités. Et donc leur critère de variation, c'était le score HFMSE, alors qu'il y a un peu un équivalent de la MFM. La MFM est très utilisée en France parce qu'elle a été développée en France, mais partout ailleurs, c'est surtout le HFMSE, mais il y a quand même une corrélation. Et puis les critères secondaires, le test de marche de 6 minutes pour les patients marchants et le score de membre supérieur, le rhume. Donc vous voyez, donc on va regarder directement à 14 mois, donc essentiellement des patients type 2, type 3, ce qui est assez logique puisque c'est des patients adultes, 2 tiers de type 3. À l'inclusion, il y avait un quart de patients qui avaient une arthrodèse, il y avait 60% des patients qui avaient déjà perdu la marche, et puis ça c'est sur la fonction motrice. Et donc quand on suit les améliorations, donc la variation de la MFM ou de la HFMSE de plus de 3 points, on avait quand même 40% des patients qui avaient une amélioration d'au moins 3 points à 14 mois. Donc c'est pas extraordinaire, c'est ce qu'on disait, on n'attend pas non plus des miracles du traitement, mais c'était quand même assez inattendu de voir qu'on ne faisait pas que stabiliser la maladie et que parfois chez les patients on pouvait même gagner, alors qu'encore une fois on est chez l'adulte. Et si on regarde la rhume, c'est pareil, on avait quand même une petite amélioration. Sur le 6 minutes pour les marchands, on avait 40 mètres, donc c'est significativement différent. Je suis d'accord avec vous que marcher 40 mètres de plus sur 6 minutes, des fois ça ne change pas fondamentalement la vie, mais en tout cas, au moins on va dans le bon sens.
Ça, c'est un diagramme qui est plus joli, je trouve, pour témoigner de la différence de réponse. Alors là, c'est sur le score HFMSE, hein, donc je vous disais l'équivalent de cette MFM, et c'est la variation entre le début du traitement et 6 mois. Et donc quand on gagne 3 points, donc c'est ici les petits points rouges, on dit qu'il y a une amélioration qui est significative. Donc vous voyez qu'ici, là en vert, on retrouve donc là on est qu'à 6 mois, donc il y a un tiers de patients qui ont une amélioration, mais il y a des très très bons répondeurs, hein. Il y a un patient là qui gagne 20 points, et vous voyez, il y en a qui sont quand même avec une amélioration franche. La plupart des patients, donc ici, de là à là, ils restent globalement stables, hein. Ils gagnent moins de 3 points, donc il n'y a pas de différence significative. Et puis malgré tout, dans la cohorte allemande, il y avait des patients qui s'aggravaient malgré la mise au traitement. Donc c'est ceux qui descendent vers le bas. Donc vous voyez qu'on a un échantillon qui est quand même extrêmement variable. Alors là, c'était à 6 mois. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même au moins un tiers des patients qui ont une amélioration significative, et la plupart des patients restent stables. Quand on a essayé de regarder, est-ce qu'il y avait des facteurs de bonne réponse au traitement, c'est-à-dire est-ce que quand on était plus sévère, on récupérait mieux ou moins bien, eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans tous les groupes, donc sévère ou pas sévère, il y a une amélioration qui est significative, et pour les marchands, non-marchands, c'est pareil. La cohorte italienne, donc ils ont repris aussi leurs données, les Italiens, alors avec plus de données manquantes que les Allemands, il y a moins la rigueur des pays du Nord, mais grosso modo on retrouve le même genre de critères. Alors ils avaient eu l'ambition d'essayer de récolter aussi les critères respiratoires, parce que ça c'est important à évaluer aussi à l'âge adulte, mais il y avait trop de données manquantes pour pouvoir en dire quelque chose. Donc les patients, c'est 116 patients qui avaient été traités, un type 2, type 3 essentiellement, dans la cohorte. Donc vous voyez, 60% d'arthrodésés, ça c'est les scores au début du traitement. Ce qui est intéressant dans leur papier, c'est la manière de considérer la réponse au traitement. C'est vrai que c'est toujours une question hein, qu'on discute en face à face avec le patient et puis en amont au sein des RCP. C'est-à-dire sur quels critères on va dire qu'il y a une amélioration ou pas. Est-ce qu'on prend chez un patient qui a une atteinte respiratoire sévère, si la capacité vitale s'améliore un petit peu, ça sera un super critère de réponse. Si par contre la capacité vitale est normale, c'est pas là-dessus qu'il va falloir baser les critères de réponse au traitement, c'est plutôt sur les échelles motrices. Et donc là, ils ont considéré, c'est un tableau qu'il faut lire, qui est croisé quand on associe les types 2 et les types 3. Donc ça c'est le temps. Ils ont regardé ceux qui étaient répondeurs sur le score moteur, donc l'HFMSE, répondeurs sur le score monde supérieur à la rhume. Et donc là, on voit qu'il y a un pourcentage de répondeurs qui est, si on répond à au moins une des échelles, qui est quasiment de 70%. Sur les données de tolérance, ça on va passer vite, hein, parce que c'est la même chose chez l'adulte et chez l'enfant. Avec le Spinraza, c'est essentiellement des maux de tête, hein, vous voyez, qui sont là quand même dans un tiers des cas. Les douleurs au point aussi d'injection. Et puis souvent, ça s'améliore quand même avec le temps. Ça diminue au fur et à mesure des injections. La cohorte italienne, c'est la même chose. Là, ils avaient 37% de maux de tête. Le risdiplam, donc forcément, il est arrivé après. Donc on a des données encore moins fournies chez l'adulte. Les seules choses qu'on ait pour l'instant, je pensais qu'on les présenterait chez l'enfant, c'est les sous-résultats des études de phase 3 menées chez l'enfant, parce que des fois il y a des grands. Vous voyez, dans cette étude, donc là, ils avaient inclus des patients entre 2 et 25 ans, hein, donc c'est la phase 3 qui a permis de valider le remboursement du risdiplam. Je ne vais pas tout reprendre pour qu'on gagne un petit peu de temps. Et là, c'est quand on fait tranche d'âge par tranche d'âge. Donc c'est l'essai Sunfish qui avait inclus 180 patients. Et vous voyez, donc ça c'est le changement de la MFM entre le début du traitement et 2 ans après. Chez les tout petits, là, on a des améliorations qui sont quand même importantes. Et quand on regarde le groupe des 18-25 ans, la MFM, elle ne bouge pas, elle est à 0. La rhume, elle est à moins de 2, donc on a dit que c'était pas forcément très significatif. Et le HFMSE, il ne bouge pas trop, il est aussi autour de 0. Donc sur les sous-groupes de patients un peu plus âgés de Sunfish, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de bénéfice. On a surtout une stabilisation des ados qui avaient été inclus. Et sur l'autre étude donc, de risdiplam, où ils ont là cette fois-ci poulé tous les patients
qui avaient bénéficié du traitement dans les différentes études. Là, ce qu'il faut voir, c'est que, mais on n'a pas les données individuelles, vous voyez que les critères d'âge, donc la moyenne, elle est à 14 ans, mais ils ont inclus des patients de 1 à 60 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des patients quand même assez âgés qui ont été inclus dans ces études, mais on n'a pas les sous-groupes, cette fois-ci par âge. Il y a juste sur l'étude d'extension là, des 25-60 ans, où vous voyez, on reproduit un peu la même chose, c'est-à-dire que le score MFM, il plafonne, hein, on est à 0 ou moins 1 2 ans après, la rhume elle est horizontale et la HFMSE aussi, donc il n'y a pas de bénéfice comme on a pu avoir dans les histoires de vie réelle sous Spinraza. Donc c'est pour ça que chez l'adulte, en tout cas c'est la position pour l'instant, c'est de se dire, pour le Spinraza, on a quand même des données scientifiques un peu plus robustes pour dire qu'on peut espérer parfois une amélioration motrice chez au moins un tiers des patients. Le reste, c'est plutôt une stabilisation. Alors qu'avec le risdiplam, les données dont on dispose actuellement, c'est que pour l'instant, c'est plutôt une stabilisation. On n'a pas vu de patients sur risdiplam s'améliorer à l'âge adulte. Encore une fois, c'est des choses à prendre avec des pincettes, hein, parce que comme le disait Jean-Baptiste, chez l'enfant, il n'y a pas d'études comparatives où on a mis un groupe de patients sur risdiplam, un groupe sous Spinraza, on n'a pas de données de supériorité ou d'équivalence. C'est vrai qu'on a un peu plus de recul aussi en termes d'années avec le Spinraza, donc on l'a volontiers positionné en première intention, et puis le risdiplam chez les patients qui avaient un échec ou des contre-indications au Spinraza, et surtout les maux de tête, hein, les gens qui font des céphalées à chaque injection qui sont invalidantes, on propose un switch. Donc voilà, en conclusion, c'est qu'on a quand même des données d'essais thérapeutiques limitées ou inexistantes chez l'adulte, qu'on a besoin des données en vie réelle, hein, que quand on regarde les autres pays, c'est des données quand même plutôt encourageantes. On ne s'attendait pas du tout à avoir un gain chez les patients adultes traités. Voilà, donc l'amélioration, je vous ai remis le chiffre, à 14 mois, c'était 40% quand même d'amélioration sur des petits items, hein, mais ça va dans le bon sens. Et puis les perspectives, c'est vraiment de reprendre les données du registre français, parce qu'on a maintenant 1000 inclus. Alors je pense, je vais revenir après sur les questions, je pense que je vous ai mis, ah bah non, elle n'a pas été intégrée, pardon. Je vous avais mis une diapositive du registre d'hier, toute fraîche du mois d'octobre, pour avoir un petit peu une idée des patients traités en France. Donc on a normalement par catégorie d'âge, on a des patients même de plus de 75 ans qui sont traités. Donc et on a quand même une belle représentativité, avec ce que je vous disais, essentiellement quand même des traitements par Spinraza par rapport au risdiplam. Le risdiplam, ça reste un traitement plutôt de deuxième ligne chez l'adulte, chez les patients qui n'ont pas supporté le Spinraza du fait des effets secondaires, et des incertitudes aussi pour les hommes sur la fertilité, ce qui nous bloque un petit peu chez les hommes en âge de procréer. Donc sur les questions qui nous avaient été préenvoyées, les traitements quand pour qui, on a déjà commencé à répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un peu changé notre fusil d'épaule en France pour l'adulte. Hein. Au début, je vous dis, on est arrivé avec des traitements dont on n'avait aucun recul chez l'adulte, aucune preuve d'efficacité, etc. Et on s'était dit, de manière assez logique, comme l'a présenté Jean-Baptiste, qu'on allait traiter les patients qui continuaient à s'aggraver, en se disant, au moins, on va les stabiliser. Et puis après, les données du registre allemand nous ont permis de dire, peut-être qu'il faut traiter tout le monde, et qu'un patient qui est stable, on peut avoir un gain d'amélioration quand même. Donc voilà, la mise au traitement maintenant, elle est quand même assez large. Et ce qu'il faut, c'est savoir réévaluer un traitement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, si un patient était stable, qu'il reste stable, c'est que le traitement il ne sert à rien, et ça ne sert à rien d'avoir des effets secondaires, etc. Si c'est un patient qui s'aggravait à bas bruit et qu'on stabilise, je pense que c'est déjà un succès. Et puis un patient qui était stable et qu'on améliore, là pour le coup, c'est un franc succès aussi. Changer de traitement, on en a parlé, hein. Donc on peut tout à fait changer. Après, on n'a aucune donnée scientifique ou même de vie réelle sur les conditions du switch. Combiner les traitements, c'est pareil, ça on n'a pas de... Chez l'enfant, c'est peut-être... je vais en reparler. Et puis le registre, quel intérêt pour le patient? Ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué, parce que c'est vrai que c'est pas un intérêt direct pour le patient qui va remplir ses auto-questionnaires, qui sont parfois un petit peu longs en plus, hein, un peu pénibles. L'idée, c'est vraiment qu'on essaye d'emmagasiner des données
importante au niveau national. Hein, je vous disais, c'est 1000 patients dans le registre. Et donc ça nous permet aussi de commencer à faire des analyses. On parlait des patients 4 copies par exemple, pour essayer de mieux définir justement les symptômes en fonction du nombre de copies. Après peut-être qu'on pourra avancer aussi dans les critères d'efficacité des traitements, parce que pour l'instant on n'a pas regardé si le fait d'avoir 2, 3 ou 4 copies ça conditionnait aussi la réponse au Spinraza, au risdiplam, et peut-être qu'à l'avenir on pourra personnaliser plus le traitement pour un patient donné grâce à toutes ces données qu'on aura récoltées. Et je crois qu'il y avait une deuxième série de questions sur les dérèglements hormonaux. Alors il y a sur les spermatozoïdes, on peut peut-être en parler un peu après, et sur les dérèglements hormonaux, c'est sûr qu'il y a beaucoup de patientes qui ont parfois des syndromes des ovaires polykystiques. Je sais que ça a été un sujet de discussion dans le groupe d'intérêt. On en a parlé avec les gynécos, etc., qui sont spécialisés là-dedans. En fait, c'est des maladies qui sont finalement assez fréquentes, et on se demande si la sédentarité du fait de la perte de la marche, ça ne serait pas un facteur de risque pour développer forcément ces maladies, même si il n'y a pas de surpoids ou d'obésité, mais comme il y a peu d'activité, peu de dépenses physiques, ça pourrait favoriser la survenue des ovaires polykystiques. Pourquoi le suivi adulte n'est pas le même que les enfants? Ça c'est compliqué. On a aussi beaucoup moins de moyens, c'est-à-dire que en pédiatrie ils sont suivis 18 ans. Chez l'âge adulte, on a des gens de 80 ans encore qui vivent avec leur amyotrophie spinale, donc forcément ça fait plus de patients, tant mieux, qu'on survive avec une SMA. Et puis c'est sûr que c'est quand même des années où ça bouge moins, donc on peut être un petit peu plus souple aussi sur les déformations orthopédiques, sur la respiration, etc. On a quand même des périodes on a fini la croissance, donc c'est des périodes où ça bouge moins. Et puis les effets sur le salbutamol. Alors le salbutamol, c'est vrai que j'y ai pensé quand Jean-Baptiste a dit association de traitement. Le salbutamol, c'est un vieux médicament qui est adrénergique, qui vient booster, qu'on utilise dans d'autres maladies neuromusculaires et qui peut bien améliorer la fatigue et l'endurance. Et donc au début, avant qu'on ait des données chez l'adulte, des traitements de l'amyotrophie spinale, c'est vrai qu'on l'a un peu ressorti de tiroir en disant comme ça on le prescrit. Ça permet aussi de revoir les gens, d'évaluer, de voir un petit peu les fluctuations dans le temps. Et puis on a quand même eu la bonne surprise de voir qu'il y a des patients qui s'étaient quand même franchement améliorés avec le salbutamol, diminution de la fatigue, des choses qu'ils pouvaient faire de manière plus fréquente dans la journée. Et donc on a décidé de le garder, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes d'action. Donc les patients qui sont déjà sous salbutamol et qui veulent un traitement spécifique de l'amyotrophie spinale, on peut tout à fait combiner les deux. Alors on l'a un peu moins prescrit parce qu'à un moment c'était casse-pied sur les autorités, les démarches administratives, je vous en passe. Puis là ça va un peu mieux, il y a des autorisations d'importation d'autres pays, donc on est plus souple avec le salbutamol. Et donc les données sur les vieux de plus de 50 ans, on en a parlé. Je ne sais pas si il y a d'autres questions qui sont venues, si on peut répondre à deux en même temps. Ma première question concerne, c'est plus de la curiosité la première. Je croyais à tort apparemment que en fait, la thérapie génique, la solution de thérapie génique allait corriger au niveau génétique la production du SMN1. Mais apparemment, vous disiez donc c'est un autre gène qui est fabriqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de... alors pourquoi déjà on n'essaye pas de corriger le gène qui produit le SMN1, et est-ce qu'il n'y aurait pas un effet encore plus probant si effectivement on corrigeait ce gène plutôt que d'introduire un nouveau gène qui produit un substitut en fait? Alors, c'est une bonne question. Alors, en effet, ce n'est pas tout à fait le gène SMN1 déjà qui est dans le virus, dans la thérapie génique, parce que le gène SMN1 il est assez grand et ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus petit qui rentrait plus facilement dans le virus, mais qui aboutit au final à un peu la même chose. Et en effet, vous avez raison, le gène, il vient pas au niveau du gène SMN1 où il y a la mutation. En fait, c'est des copies du gène qui sont en grande quantité dans les particules de virus qui viennent se mettre dans la cellule et qui y restent. Alors, il y a des approches de thérapie génique où ils essayent de modifier directement le gène qui est dans le noyau de la cellule. Ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'en fait, pour faire ça, il faut être sûr qu'on vienne modifier le gène SMN1
qui est au milieu de tous les autres gènes, hein, qui sont des dizaines de milliers, et qu'il aille au bon endroit et pas ailleurs, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué en pratique, et des fois, ça va à côté, et ça va se mettre sur d'autres gènes, et ça engendre d'autres problèmes. Hein. C'est le problème qu'il y a eu. Par exemple, ça, c'était l'approche de thérapie génique qui était utilisée chez les bébés bulles, hein, dans les toutes premières thérapies géniques dans les années 80-90. Et en fait, pas mal de ces patients, après, ont fait des cancers qui étaient liés au fait que ça allait taper à côté. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'aller au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on utilise plutôt des approches qu'on dit non intégratives, c'est-à-dire on vient rajouter un gène plutôt que d'essayer de modifier quelque chose qui existe déjà. Alors dans tous les cas, ce qu'on fait en fait, c'est augmenter la quantité de protéines SMN et du coup vraiment limiter la perte des neurones moteurs qui restent, et ça agit encore une fois pas du coup sur ceux qui sont perdus. Hein. Donc même si on arrivait avec 100% de précision à modifier vraiment le gène SMN1, on aboutirait quand même à la même chose qui est augmenter la quantité de protéines SMN, et donc ça changerait toujours bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, ça m'amène une deuxième question qui est complètement en lien avec celle-là. Donc, effectivement, on a bien compris hein, sur les courbes qu'aucun des traitements ne permettrait de récupérer les neuromoteurs qui sont morts. Ça va, c'est évident. Alors, comment on peut expliquer, dans certains cas, relativement rares, mais comment on peut expliquer les récupérations? Alors, encore une fois, une très bonne question. Alors en fait, ce qui se passe parfois chez certains patients, c'est que les patients sont stables, mais ils perdent quand même un petit peu de neurones moteurs. Alors en fait, les gens, qu'on ait une amyotrophie spinale ou pas, on perd un petit peu de neurones au fur et à mesure. Hein. Et donc du coup, la compensation, elle se fait parce que les neurones qui restent reprennent pour eux les cellules motrices des neurones qui sont déjà perdus. Et donc en fait, c'est ce mécanisme-là qui peut faire qu'il peut y avoir quand même une petite perte de neurones moteurs, mais que la fonction reste stable, parce qu'au final, ceux qui restent reprennent le rôle de ceux qui sont partis. Et donc du coup, parfois, en bloquant et en arrivant à stabiliser la perte de neurones moteurs, et ben, du coup, ces neurones moteurs qui restent en vie et qui sinon auraient pu être perdus, arrivent à compenser un petit peu mieux, et c'est ça qui peut permettre de faire les petites améliorations. Alors après, il y a éventuellement d'autres rôles, je ne sais pas si tu veux en parler, sur la jonction neuromusculaire et tout ça. Il y a en effet il y a de la réinnervation, hein, donc ce qu'il disait Jean-Baptiste, c'est le neurone qui a survécu, qui peut faire des nouvelles jonctions avec le muscle. Il y a aussi du recrutement de motoneurones intermédiaires qui n'étaient pas très utilisés, qui étaient peut-être en train de mourir, qui étaient un peu en stand-by, qu'on va réussir à réactiver. Et puis il y a aussi tout un pan qui est étudié, c'est sur la jonction entre le nerf et le muscle, hein, qui a l'air d'être altéré aussi dans l'amyotrophie spinale. Alors dans les vieilles études de neurophysio, c'était quand même un tiers des patients où on avait une jonction entre le nerf et le muscle qui était pas très stable, et c'est aussi là-dessus qu'on joue avec le salbutamol en essayant de recruter cette jonction, et probablement qu'il y a des améliorations au sein de la jonction grâce au traitement de l'amyotrophie spinale spécifique. Parce qu'il y a une expression de SMN1 aussi sur la jonction, etc., qui est plus anecdotique que sur le motoneurone, mais qui existe quand même, et donc peut-être qu'on va améliorer cette expression-là. C'est très clair, merci. Alors je vais faire une dernière question pour ne pas monopoliser encore une fois la conférence. Du coup, c'est plus à votre adresse par rapport au test comme le rhume, hein, par exemple, qui, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord ici, c'est vraiment loin d'être parfait en termes d'évaluation, parce qu'on est sur des évaluations qui sont très très variables en fonction des techniques, etc. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place des tests un peu plus personnalisés où il y aurait, alors ce sera un petit peu plus contraignant, un peu plus long à mettre en place, mais par exemple, je sais pas, le patient, pendant un bilan de quelques jours, évalue tous les gestes du quotidien qu'il est capable de faire avec un score, et puis on évalue année après année si, quelles difficultés il éprouve à effectuer ces gestes du quotidien, ce qui serait beaucoup plus représentatif, je pense, que des tests qui sont un peu Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout que la rhume elle a été validée maintenant il y a quelques années, puis il y a les pièces de monnaie, etc. Plus personne ne paye que la monnaie, on est tous ensemble en contact, j'imagine. Mais alors ça, cette approche personnalisée, elle existe, hein, c'est ce qu'on fait parfois avec la MCRO ou la GAS dont vous avez entendu parler. L'idée c'est que chaque patient détermine les 2 items les plus importants de sa vie quotidienne qu'il souhaiterait améliorer. Alors ça peut être se passer d'une paille quand on veut boire, ou alors... Mais ce qui a été compliqué, c'est que
il y a quand même une inégalité d'évaluation, c'est-à-dire que pour des gens c'est assez facile de se dire bah oui moi c'est ça qu'il faut que je change dans mon quotidien, et puis après aussi on n'avait pas de recul sur les traitements, donc on avait du mal à avoir un objectif réalisable, c'est-à-dire que les gens me disaient parfois bah, je veux remarcher, mais on se disait mais non ça c'est pas possible, on ne peut pas baser l'efficacité d'un traitement là-dessus, et après c'est comme vous disiez, trouver quelque chose au quotidien qui a du sens, et qui pourrait être personnalisé et suivi. Alors, on a essayé avec des SMS par exemple, hein, ou le temps d'envoi d'un SMS, ou alors la manipulation du fauteuil roulant électrique. Le problème de la manipulation du fauteuil roulant, c'est que c'est variable si on change de fauteuil. Forcément, si après on change du joystick, etc., on va s'améliorer, mais ce ne sera pas l'effet du traitement, ça sera juste parce qu'on a un meilleur fauteuil. Donc c'est compliqué aussi. C'est quand même l'objectif qui est en train de se décider, donc, ce qu'on appelle les PRO, les Patient Related Outcomes, c'est-à-dire les critères qui viennent des patients. Et justement, là, il y a un travail avec Roche, hein, de développer aussi une petite appli. Et l'idée, c'était de se dire, quand est-ce qu'on a besoin de l'aide d'un tiers dans la journée, ça peut être pour faire ça, 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 et de quantifier ce temps où on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, et puis de voir si ce temps-là il diminue pour telle ou telle activité. Ça peut être aussi un moyen de personnaliser la mesure, mais d'avoir quelque chose qu'on puisse mesurer aussi entre différents patients. Donc, et c'est sûr que c'est l'avenir, et ce sera probablement des meilleures évaluations que des choses voilà, qui ne sont pas du tout écologiques ou fonctionnelles, parce que la rue, on est d'accord que c'est pas... Ouais. Oui, donc merci en tous les cas pour ces présentations. On est aussi là pour entendre un peu la voix des patients. Et moi, ce que je voudrais vous citer, c'est une étude européenne qui a été faite sur 4000 patients, dont 3000 adultes, et qui disait que dans 98% des cas, un patient qui est stabilisé considère ça comme une avancée majeure dans le traitement de la myofibrosie spinale. Donc quand on parle des 30% qui s'améliorent, c'est très bien, mais en fait, c'est les 72% qui sont stables qui, eux, bénéficient de ces traitements, donc il faut garder ça en mémoire. Et la deuxième chose que je voudrais citer, parce qu'on parle beaucoup des fonctions motrices, chez ces patients-là, notamment tous les types 1 et 2, la première chose d'amélioration qu'ils visent, c'est l'amélioration respiratoire. Et pour eux, c'est plus important d'avoir une amélioration respiratoire, et cela à plus de 80% des patients type 2, qu'une amélioration motrice. Donc c'est quelque chose, je pense, que on a du mal à faire passer au niveau des cliniciens, qu'on a du mal à faire passer au niveau des instances internationales, dire vérifier quand même l'amélioration respiratoire. C'est difficile à mesurer, c'est très variable, je suis d'accord avec vous, mais c'est quelque chose qui est très très important pour les patients. Donc, juste vous donner un petit peu le retour des patients et puis on va prendre d'autres questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'atteinte respiratoire, mais comme vous le disiez, c'est compliqué à mesurer. Alors ce qu'on essaye de voir, c'est la durée de ventilation. Quand on a une ventilation nocturne, combien d'heures on la met, est-ce qu'il faut la mettre la journée, etc. Les patients qui ont déjà une trachéotomie, on sait qu'on ne peut plus faire la capacité vitale, tout ça c'est des mesures qu'on peut pas réitérer, donc c'est compliqué. Après on avait essayé de réfléchir aussi en termes d'hospitalisation pour décompensation respiratoire, pour pneumonie, c'est des bons marqueurs. Alors là on a eu quelques années qui nous ont bien biaisé aussi, le Covid forcément ça a augmenté le nombre d'hospitalisations respiratoires, ça ne veut pas dire que les traitements n'étaient pas efficaces là-dessus. Donc non, on travaille dessus, mais c'est vrai que c'est important et c'est pas bien évalué, probablement que ça influe aussi sur la qualité de la parole. Et ça, les fonctions bulbaires, c'est vraiment un domaine en plein essor, sur la déglutition, sur la parole, parce que quand on parle, il faut qu'on respire en même temps. Et ça, on ne le mesurait pas avant parce qu'on n'imaginait pas que ça puisse s'améliorer avec le traitement. On a quand même pas mal de patients où des fois les phrases, ils n'arrivaient pas à les finir parce qu'il fallait reprendre la respiration, et puis sous traitement, c'est beaucoup plus fluide, c'est devenu des pipelettes pour le bonheur de tout le monde. Donc non, mais c'est vrai que c'est des mesures indirectes, mais qu'il faudrait plus standardiser. Petite question en 3 tiroirs. La première, c'est sur la discussion autour de la neurogénèse. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais posé la question. Donc, effectivement, ça ne rentre pas dans le cadre des neuromoteurs. Néanmoins, est-ce que justement, aujourd'hui, il y a des études qui sont faites pour voir le fonctionnement des gènes de la neurogénèse et comment est-ce qu'elle peut être déclinée pour des neuromoteurs? La deuxième, c'est autour de l'épigénétique, savoir s'il y a aussi des études et comment est-ce que ça peut être utilisé pour booster justement les effets de la SMN2 et puis du Spinraza. Et le dernier, c'est sur les doses du Spinraza, savoir où en sont les études et si potentiellement on va quitter cette dose bébé
pour les adultes. C'est des excellentes questions, hein. Je pense que c'est trop tôt pour y répondre, peut-être dans 10 ans ou 20 ans. La neurogénèse chez l'humain, c'est extrêmement compliqué à évaluer, hein. Vous savez, cette neurogénèse, c'est qu'on a des neurones immatures au niveau du cerveau qu'on est capable de recruter, et normalement, ils sont capables de se différencier encore un peu à l'âge adulte. Alors c'est surtout étudié dans les capacités de mémoire et de plasticité cérébrale, pas trop sur le plan moteur, parce que c'est compliqué, il faut mettre des traceurs, enfin c'est vraiment, chez l'animal c'est plus facile, chez l'homme je pense qu'on est très très limité. Et la différenciation motrice, pour le coup, ça n'a jamais été décrit, même chez l'animal, parce que les zones de neurogénèse, elles sont vraiment près des circuits de la mémoire, elles sont près de l'hippocampe, donc imaginez que ça puisse migrer jusqu'à la corne antérieure, ça me paraît compliqué. Et sur l'épigénétique, oui, ça c'est un domaine en plein développement, hein, donc la génétique, on en a parlé, hein, de SMN1, SMN2. L'épigénétique, c'est tout ce qui va modifier l'expression des gènes, donc ça peut être les toxiques environnementaux, l'activité physique, le moral, les infections, enfin voilà, énormément de choses qui conditionnent finalement et qu'on peut explorer, parce qu'au sein de fratries, des fois on voit qu'il y a des formes très très variées, alors que le patrimoine génétique initial c'est le même en termes des fois de nombre de copies SMN2, donc il y a probablement d'autres gènes modificateurs qui rentrent en compte, et aussi toute cette influence de l'épigénétique. Donc c'est pareil, c'est difficile de mener des études, c'est compliqué, il faut des masses de patients importants. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait peut-être déjà commencer par le rôle de l'activité physique dans la myotrophie spinale, parce que ça, c'est peut-être plus facilement mesurable, alors avec encore une fois des biais, c'est-à-dire que forcément les gens qui ont plus de motricité, ils sont plus facile pour eux de faire de l'activité physique, donc probablement qu'on a un cercle vertueux qui se met en place dans un sens et de l'autre côté qu'on aggrave, mais on va déjà essayer d'étudier. Peut-être le plus simple, c'est au sein de fratries, quand il y a plusieurs patients dans la même famille qui ont la même maladie, de voir les modifications des facteurs de vie qui vont faire qu'on a une forme moins sévère que d'autres. Donc ça, c'est par exemple, c'est typiquement le type de projet qu'on peut mener via le registre aussi, donc c'est aussi l'intérêt. Peut-être qu'on aura d'autres réponses à apporter. Et pour les doubles doses, là, je ne sais pas si tu veux en parler. On en parlera peut-être, Andrea, ouais. Bon. En tout cas, il n'y a pas d'études chez l'adulte sur les doubles doses, c'est en cours chez l'enfant. Oui, bonjour. Je voulais savoir où on en est sur la bithérapie en France. Elle est très utilisée aux États-Unis et ça a l'air prometteur, mais je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Et enfin, autre chose, pareil, toujours aux États-Unis, le Scholar-Rock semble être un traitement prometteur. Voilà, j'ai reçu un mail en juin dernier de la part de la FM Téléthon. Donc c'était les tests en phase 3 avaient l'air d'être assez intéressants. Nous, quand on en parle avec nos équipes médicales en région parisienne, ils nous disent attention, prudence. Voilà, est-ce qu'on est trop prudent en France? Est-ce qu'il faut y croire? Alors je pense que ce sera encore une fois abordé dans la présentation sur la recherche, toutes ces questions-là. Hein. Du coup, je pense qu'on éventuellement reposer la question après si vous êtes d'accord, ou sinon à moins que ce soit abordé dans la présentation. Alors on a déjà beaucoup parlé de dépistage néonatal, alors on va continuer puis faire un point de situation. Donc moi je vais vous parler de ce qui se fait en France à travers un projet qui est un programme préfigurateur régional de dépistage néonatal de la myotrophie spinale. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, simplement pour faire remarquer que les 3 traitements qui sont disponibles, le Spinraza, le Zolgensma et l'Evrysdi, tous les 3 aujourd'hui ont une autorisation d'utilisation en présymptomatique. C'est tout récent pour l'Evrysdi, puisque ceci, ça date du mois d'août de cette année. Donc, il n'y a aucun obstacle réglementaire aujourd'hui à traiter en présymptomatique en France. Il n'y a que des obstacles techniques, c'est-à-dire il faut mettre en place ce dépistage pour pouvoir le faire pour la totalité des bébés à myotrophie spinale. Bon, ce point-là était un point important. Alors, on n'est pas tout seul, et dans le monde, ça bouge. J'ai emprunté cette carte à l'Alliance
européenne pour le dépistage néonatal de la SMA, donc vous avez la présidente dans la salle, hein. Et donc dans beaucoup de pays dans le monde, vous avez les États-Unis en bas, vous voyez tout ce qui est bleu foncé, ce sont tous les États américains où on dépiste à la naissance l'amyotrophie spinale. Le Canada, avec une exception pour le Canada francophone, puisque le Québec n'a pas encore déployé le dépistage néonatal. Et puis l'Europe, vous voyez que, alors l'Europe géographique, hein, l'Europe au sens très large du terme, est en train de se verdir. Toute la partie verte, ce sont des pays où les États, les gouvernements ont décidé le déploiement national du dépistage néonatal. Et puis vous avez en bleu les autres pays pour lesquels il y a soit des opérations pilotes, comme en France, ou des opérations plus régionalisées, puisque dans certains pays, on n'est pas comme en France, avec un système de santé qui est national. Il peut y avoir des pays où l'approche santé est réglée à l'échelle des provinces, par exemple, et ça modifie un petit peu les choses. Mais ce qui est important de voir, c'est le verdissement de cette carte. Alors, l'amyotrophie spinale, on s'est posé la question très vite, hein, dès l'apparition du premier traitement qui était le Spinraza. Et il a fallu d'abord résoudre une première question. C'est qu'en France, la législation ne permettait pas de faire un dépistage génétique en population générale. Jusqu'aux lois, révision de loi de bioéthique de 2021, on ne pouvait utiliser une recherche en génétique sur une personne que s'il y avait la suspicion d'une maladie dans un cadre très organisé, très formel, d'approche de la famille, pour pouvoir informer la parentèle au cas où une affection grave était identifiée sur un membre de cette famille. Et donc, pour pouvoir pratiquer du dépistage génétique à grande échelle, il a fallu modifier la loi. Ça nous a pris un petit peu de temps. C'est l'AFM Téléthon qui a travaillé pendant... Il a fallu 3 ans. On a commencé en 2018 pour aboutir en 2021 avec cet article 27 de la loi de bioéthique qui ouvre la voie au dépistage génétique. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Parce que pour un certain nombre de maladies, et la myotrophie spinale en fait partie, il n'existe pas de traceur biochimique précoce permettant d'identifier avec certitude un futur malade, quelqu'un qui est porteur de l'affection génétique. Donc, pour la myotrophie spinale, ce n'est pas la seule maladie. La seule façon certaine de pouvoir pratiquer ce dépistage néonatal, c'était d'aller directement rechercher la mutation du gène SMN1, la mutation homozygote du gène SMN1. C'est pour ça qu'il fallait aboutir à cette modification de la loi pour pouvoir le faire. Alors, le projet préfigurateur, son objectif c'est quoi? Eh bien c'est, parce qu'en France, pays très cartésien, il faut toujours redémontrer, même si d'autres l'ont fait dans d'autres pays. Les autorités réglementaires sont ainsi faites. Donc il s'agit de démontrer la faisabilité d'un dépistage néonatal de la myotrophie spinale dans les conditions d'organisation du système de santé français. Démontrer qu'il était possible de la dépister à temps pour une meilleure efficacité des traitements disponibles, et ça a été évoqué tout à l'heure. En fait, il n'y a pas photo, on a toutes les preuves cliniques pour affirmer, et là il y a un parfait consensus, hein, que plus on traite tôt, meilleure est l'efficacité, et que la meilleure efficacité, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est avant que la maladie ait commencé à dégrader notre stock de motoneurones, donc c'est avant l'apparition des symptômes. Et puis, on reste bien entendu dans le cadre du système de santé français. Le programme d'épistement n'a pas pour objectif de redémontrer l'efficacité d'un traitement précoce, il a pour objectif de démontrer qu'on est capable d'identifier précocement ces malades et de mettre en œuvre le traitement le plus rapidement possible. Donc en fait, 2 grandes régions, le nord-est et la Nouvelle-Aquitaine, et donc c'est une étude clinique. On est dans le cadre d'une étude clinique, donc il a fallu passer devant tous les aspects réglementaires de mise en œuvre d'une étude clinique avec l'avis positif d'un comité de protection des personnes.
Et donc tous les bébés, tous les nourrissons de ces deux grandes régions peuvent aujourd'hui bénéficier de ce dépistage, sauf, mais ça c'est le cas du dépistage néonatal général en France, sauf si les parents ou les tuteurs légaux du nouveau-né s'y opposent. Bon, en pratique, il y a très peu d'opposition. L'étude est prévue pour 2 ans, elle a démarré entre décembre 2022 et janvier 2023. On s'attend en fait, compte tenu du fait qu'il y a environ 100 000 naissances par an sur 2 ans dans les deux régions, donc on aura au total un peu plus de 200 000 naissances. On s'attend à pouvoir, au terme de la prévalence de cette maladie, on s'attend à dépister 32 bébés à la naissance dans le cadre de ce programme. C'est un projet que nous portons depuis 3 ans, avec Christian Côté notamment, de la FM Téléthon. C'est un projet pilote du dépistage néonatal par test génétique d'une maladie neuromusculaire qui est l'amyotrophie spinale infantile. Projet pilote qui est mis en place aujourd'hui dans 2 régions, la région Grand Est avec le CHU de Strasbourg et le professeur Vincent Logel, et puis notre région en Nouvelle-Aquitaine. Donc ce projet sur ces 2 régions vise à dépister tous les bébés par, et c'est la nouveauté, une technique d'emblée génétique vis-à-vis de cette maladie très grave qui est l'amyotrophie spinale infantile. Alors, dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons 42 maternités dans l'ensemble de la région. Les 42 maternités ont toutes accepté de participer au projet. Alors le test, ça se passe très simplement. On fait une petite prise de sang à tous les bébés. Alors avant, on leur piquait le talon et on serrait fort le talon pour avoir quelques gouttes de sang pour mettre dans les taches sur le papier buvard. Aujourd'hui, on fait une petite épicranie, c'est un petit prélèvement sanguin. On va remplir toutes les taches du papier buvard. Donc il y a le papier buvard classique, je dirais, pour le dépistage de toutes les maladies. Et puis, il y a le papier buvard spécial d'Episma, où on a 2 petites taches qu'on va remplir. Ce buvard va arriver ici, au niveau du centre régional de dépistage néonatal, et va ensuite être dirigé vers le laboratoire de génétique moléculaire, où le test génétique va être fait. Dès que le diagnostic tombe, il faut effectivement que tous les acteurs jouent le jeu et soient extrêmement rapides et réactifs, parce que l'objectif, le but de ce dépistage est vraiment de traiter les enfants le plus tôt possible. Quand le résultat donc est positif, l'équipe du CRDN contacte le neuropédiatre référent identifié le plus proche du domicile du bébé qui est né, pour que les parents soient contactés et puissent être rencontrés en consultation avec le bébé dans les 48 à 72 heures afin de d'infirmer ce premier résultat. Lorsque l'enfant est reçu en consultation avec ses parents, il est examiné pour s'assurer que son examen clinique ne révèle pas de signes cliniques de la maladie, puisque le projet d'Episma est celui d'un projet de dépistage néonatal au stade présymptomatique, c'est-à-dire avant les signes de la maladie. Nous avons donc récemment pu faire le diagnostic pour un bébé qui est né. C'est le premier bébé qui a pu être diagnostiqué positivement sur les 2 régions pilotes. Et donc ce bébé est né le mois dernier. Il a pu bénéficier d'une confirmation du diagnostic de sa maladie dans les 72 heures qui ont suivi le premier résultat issu de Depisma. Et donc très rapidement, la réunion de concertation pluridisciplinaire nationale a pu proposer à ce petit bébé et à ses parents la possibilité de débuter un traitement au stade donc présymptomatique. Et donc cet enfant a pu bénéficier à 4 semaines de vie d'une thérapie génique en vue de modifier de façon considérable et spectaculaire l'évolution de la maladie si on ne l'avait pas traitée. C'est une aventure absolument fabuleuse.
Alors vous avez entendu le professeur Didier Lacombe, qui est le responsable du Centre régional de dépistage néonatal de Nouvelle-Aquitaine, et puis le docteur Espiltaris, neuropédiatre, qui a donc suit le programme, qui est co-responsable du programme avec un autre neuropédiatre de Strasbourg, qui est le professeur Vincent Logel. Donc pour faire cela, il a fallu mettre en place des appareillages. Ce sont des appareillages de PCR quantitatifs avec toute une chaîne de traitement. Je ne rentre pas dans le détail, ça a été expliqué par Didier Lacombe. En fait, les buvards arrivent au Centre régional de dépistage néonatal. En fait, on s'est inscrit complètement dans le système français de dépistage néonatal avec le même circuit de ces buvards, ce qu'on appelle le test de Guthrie. La seule différence, c'est que le buvard d'Episma, au lieu d'aller dans un laboratoire de biochimie, il va dans un laboratoire de génétique médicale pour rechercher la mutation homozygote du gène SMN1. Alors voilà, ça c'est un peu le logigramme de la façon dont ça se passe. Prélèvement dans les maternités, 81 maternités ont été formés, motivés pour le faire, et je dois dire qu'il y a une grande motivation dans les deux régions. L'envoi du buvard avec le consentement, on a dû faire signer un consentement éclairé spécifique pour Depisma, parce que qui vient s'additionner au consentement habituel du test de Guthrie. On craignait au départ que d'avoir à parler de génétique, de faire signer un consentement particulier, allait compliquer les choses et qu'on aurait pas mal de refus. En réalité, non. Les parents rentrent très bien dans le jeu et on a très très peu de refus. On ne dégrade pas le taux d'acceptation du dépistage général tel qu'il existe en France. Les buvards sont envoyés, ils sont traités, donc comme on vient de le voir. S'il y a un nourrisson pour lequel est révélée une situation homozygote, de délétion homozygote du gène SMN1, tout de suite, le centre régional de référence est contacté. Les parents sont contactés par le neuropédiatre et ils sont conviés à une consultation rapide. Lors de cette consultation est expliqué ce qui se passe pour ce bébé. Un prélèvement biologique est réalisé de façon à aller vers une confirmation du diagnostic par la méthode de référence dans les laboratoires, notamment le laboratoire de Rouen et un laboratoire parisien. On procède en même temps au dénombrement du nombre de gènes SMN2 et également à l'étude du statut de séropositivité du bébé par rapport à la thérapie génique. Et les parents sont ensuite reconvoqués, on leur confirme ou pas, mais jusqu'à présent on n'a jamais eu de faux positifs, on leur confirme le diagnostic, on leur propose les différents traitements par rapport à la RCP qui s'est réunie dans l'intervalle, et si tout va bien, le bébé peut être traité très très vite. Et donc l'algorithme est vraiment hyper simple, hein. Le dépistage, il est négatif ou il est positif. Ben, s'il est négatif, RAS, c'est la fin de l'histoire et tout va bien pour ce bébé. Et heureusement, c'est une majorité, une très grande majorité. Hein. S'il est positif, donc prélèvement de confirmation, dénombrement SMN2, réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider de l'attitude thérapeutique. S'il y a confirmation du diagnostic avec moins de 4 copies du gène SMN2, traitement selon la proposition de la RCP, s'il y a plus de 4 copies, aujourd'hui en France, on ne traite pas les plus de 4 copies, sachant que c'est quelque chose qui est largement débattu, voilà, et donc l'enfant est mis sous un suivi. Donc là, vous avez le tableau de bord, je ne vais pas trop insister là-dessus, je ne sais pas même si c'est très visible à l'extérieur, 81 maternités, aujourd'hui 74 sur les 81 sont recrutantes. Alors, il y a eu un certain temps de mise en œuvre de ce programme. Ça représente à date 35 000 bébés qui ont pu être dépistés dans les deux régions. Et il y a eu 4 bébés
dépistés positivement. Le premier qui a été cité par le docteur Estelle Taris, qui a bénéficié d'une thérapie génique. Le deuxième qui a 4 copies du gène SMN2. Et puis 2 tout à fait récemment, hein, puisque ça c'est tout récent, c'est cette semaine qui vient de se passer. Il y a 2 nouveaux bébés qui viennent d'être dépistés pour lesquels l'histoire est en cours. Mais vous voyez que le refus du dépistage néonatal, c'est moins de 1% des couples qui refusent ce dépistage néonatal. Voilà. Et donc, c'est une course contre la montre dès l'instant. Et ça, c'est un peu les choses en vie réelle. Hein. Dépistage, vous voyez, à J9 dans un cas, à J14 dans l'autre cas. Rendez-vous avec le neuropédiatre dès le lendemain. Et c'est dire si les parents, quand même, sont réactifs aussi par rapport à la situation. Confirmation génétique à J12 et à J17, c'est-à-dire que les laboratoires de référence font aussi très vite leur travail. En même temps, les cliniciens réunissent la RCP parfois avant même que la confirmation de diagnostic ne soit posée. L'annonce de diagnostic est faite rapidement et la prise en charge thérapeutique, vous voyez, à J26 pour le premier bébé qui avait été identifié, suivi dans le cadre du 4 copies, et aujourd'hui, pour les 2 nouveaux qui viennent d'être dépistés, la consultation avec les parents a eu lieu dès le lendemain du dépistage positif. Tout va bien pour ces 2 bébés aujourd'hui, hein, à plus de 3 mois et 2 mois pour l'un, 2 mois pour l'autre. Aucun signe bulbaire, aucun signe clinique de la maladie, ni pour l'un ni pour l'autre. Et le suivi, bien sûr, va être très serré pour s'assurer que tout va bien. Donc, en résumé, et à date aujourd'hui, la faisabilité se confirme avec une très bonne exhaustivité du dépistage dans ces 2 régions. L'incidence est très proche de ce qui est attendu. La littérature dit en population générale, c'est un individu sur 7000. On est ici à 1 sur 8900, donc on est très proche de ce qui existe dans la littérature. Si ça a démarré lentement aujourd'hui, tout le système est boosté. L'enjeu pour nous, c'est d'élargir, de déployer nationalement pour l'ensemble de la France, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'inéquité territoriale. Selon que l'on est que la naissance aura lieu d'une maternité de Dijon ou de Bordeaux, eh bien, il peut y avoir une perte de chance pour un bébé qui est porteur de la maladie. Donc l'intégrer, on a de nombreuses discussions avec les instances nationales du dépistage, qui est un petit peu compliqué parce que c'est une espèce de millefeuille avec une société française de dépistage, une société savante, une société française de dépistage néonatal, un centre national de pilotage du dépistage néonatal, un centre national de coordination du dépistage néonatal, et donc il faut mettre tout ce monde-là autour de la table. En conclusion, il y a aussi la Haute Autorité de Santé qui doit donner un avis positif. On est sûr et certain que cet avis sera positif. Ce qui est nécessaire, c'est de booster pour que cet avis arrive le plus vite possible, de façon à ce qu'on ne traîne pas pour ce déploiement national. Vous avez ici la liste des acteurs, qui sont très nombreux, tant à Bordeaux qu'à Strasbourg, qu'au niveau des équipes de la FM Téléthon. Mais moi, je vois une motivation complète de toute la chaîne, depuis les maternités, en passant par les généticiens et les cliniciens, jusqu'à la mise en œuvre de traitements. Tout fonctionne bien, donc il n'y a aucun obstacle aujourd'hui en France pour ne pas que demain matin, on puisse déployer ce dépistage à l'échelle nationale, de façon à ce que les 700 000 bébés français puissent être dépistés au niveau de la myotrophie spinale. Voilà, je vais terminer. Je pense qu'il y aura peut-être une séance de questions générales à la fin. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à tous. Je pense que venir ici et parler des nouvelles essais cliniques apporte un message d'espoir pour les familles, pour les proches, pour l'équipe soignante. Merci beaucoup aux organisateurs de l'invitation.
Je m'appelle Andrea Seferian, je suis neuropédiatre, je travaille à Nijmegen, à l'hôpital Trousseau à Paris. Il s'agit d'une plateforme où la plupart des essais, la majorité des essais neuromusculaires pour une population pédiatrique a lieu. Mes conflits d'intérêt, comme mes collègues, participent aux essais au bord pour les trois grosses pharmaceutiques qui travaillent sur la SMA. Nous avons participé depuis un moment aux 3 essais qu'ils ont amené à la mise sur le marché des trois produits que le docteur Davion vous a parlé. 2 de ces médicaments sont actuellement en cours pour tester une dose plus élevée. Pour tester une dose plus élevée, c'est le cas de Spinraza, de Zinersen, et l'étude d'IVOT qui est actuellement en cours. Je peux ajouter le fait qu'il y a juste une première partie qui a maintenant des résultats et il s'agit d'une population pédiatrique avec des doubles doses de traitement, voire plus. Il y a une 3e partie dans l'étude qui concerne les patients plus de 18 ans. Je n'ai pas l'impression que cette partie a déjà commencé. Il y a aussi un autre essai en cours pour administration de la thérapie génique par voie intrathécale, par des piqûres dans le dos, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant pour la myofascie spinale de type 1. Et malgré tout, il reste encore il y a certaines limites qui sont atteintes et des besoins qui sont pas satisfaits pour l'instant. D'abord, il s'agit des incertitudes concernant la réponse au traitement à long terme et les résultats à long terme pour les patients. Là, on sait que 2 tiers de la population globale des SMA n'a pas peut-être pu être traitée à un stade précoce de la maladie. Et on connaît les difficultés techniques pour l'administration intrathécale pour certains patients. Et en plus, il ne faut pas oublier la qualité de vie, le fait que moins de la moitié de patients qui ont été traités gardent leur capacité de se développer et que la majorité de patients présentent encore des déficits résiduels. On sait que le SMA est généralement considéré comme une maladie des motoneurones et le gène SMN peut jouer un rôle important dans les autres organes et tissus, notamment dans les muscles. Alors, on sait qu'une amélioration de la force motrice va amener un impact clinique significatif, mais en même temps, si on prend par exemple le score HFMSE, Hammersmith, pour un patient qui est dans un stade sévère de son évolution, ce score va très peu bouger parce que sauter, s'accouplir, monter ou descendre les escaliers, c'est tout impossible ou voire difficile. Ce qui fait qu'on a besoin des améliorations supplémentaires pour maximiser la force musculaire pour ces patients. Un traitement pour la myofascie spinale doit cibler le système nerveux central, doit se distribuer dans tout le corps et être bénéfique pour une population hétérogène. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui de 3 molécules qui sont relativement similaires, qui sont des thérapies qui modifient la maladie. On ne parle pas de maladies qui modifient le gène. SMN, ils ont des noms de code assez cryptiques, mais on va découvrir ensemble un petit peu chacun des 3. Déjà, la myostatine, on va parler parce qu'ils sont tous liés à cette molécule. La myostatine a été ciblée comme une thérapeutique potentielle après la découverte des animaux qui présentaient des doubles musculatures. Et du coup, tout ce que ces animaux avaient en commun, c'était ou l'absence ou des mutations dans le gène
de la myostatine. Alors, myostatine, c'est quoi? C'est une protéine qui contrôle la croissance des muscles et qui les empêche de devenir trop gros. On l'appelle un régulateur négatif de la masse musculaire squelettique. Ça veut dire qu'en bloquant la myostatine, on va augmenter la masse et la force musculaire. Alors, une insuffisance de la protéine SMN2 va amener à une atrophie et une dégénérescence musculaire. Sous la fibre musculaire, toutes les fibres musculaires présentent des récepteurs pour la myostatine. Pour un patient qui reçoit un médicament, la fibre musculaire va être stabilisée, donc on attend une peut-être amélioration de la force musculaire. Et aussi, il faut tenir compte que la myostatine circule sur en forme d'un complexe. Et les 3 molécules qui sont citées ici interviennent dans différentes étapes de l'activation de cette myostatine. Et leur rôle est d'empêcher à faire la liaison de la myostatine au récepteur qui est sur le muscle. L'apitegromab, c'est la première molécule, elle était reprise par Scholar-Rock et les premiers résultats d'essais de phase 2, je vous en discutais tout à l'heure. Il s'agit d'un essai qui évalue la sécurité et l'efficacité chez les patients de 5 à 21 ans avec une amyotrophie spinale type 2 et type 3. Les résultats qui sont intéressants et sont à long terme sont celles qui concernent la porte 2 pour les patients non ambulants. Les derniers résultats ils ont été présentés il y a 2 semaines au Congrès international du muscle à Charleston aux États-Unis. Et il s'agit de 29 patients non marchands de 2 à 12 ans. Et si on prend l'échelle HFMSE, on voit que le score augmente et se stabilise à 36 mois de traitement. Sur l'échelle du membre supérieur, cette augmentation de score elle est poursuivie. En même temps, parmi 29 patients présentent des améliorations des acquisitions motrices. Ils présentent des nouvelles acquisitions motrices, notamment comme c'est le cas pour le patient 2, qui va marcher de manière autonome, et aussi le patient 5. Je n'ai pas du tout de détails sur quel était le niveau de base au moment de l'inclusion des patients pour pouvoir discuter, mais quand même, on peut voir cette amélioration sur le plan des acquisitions. Un essai de phase 3 est actuellement en cours, les recrutements ont été finalisés et le but c'est d'étudier l'efficacité de cette molécule pour les patients non ambulatoires de 2 à 21 ans pour les 2 types de SMA. Et on n'a pas du tout de données, l'essai vient juste de finir les inclusions en août, du coup il faut attendre 1 an à peu près pour avoir certains résultats. Alors, la deuxième molécule de laquelle je voulais vous en parler, c'est le GYM 329. Elle a été développée par Roche et pareil, c'est un anticorps qui va se lier à la forme inactive pour réduire la quantité qui est transformée en myostatine active. Il s'agit de l'étude de l'essai Manaté, actuellement en cours en Europe et bientôt en France. C'est un essai de phase 2-3 pour des patients de 2 à 10 ans qui sont traités par risdiplam ou autre traitement avec la condition qu'ils passent au traitement par risdiplam. Le délai à avoir la fin de l'étude décembre 2026, mais c'est toujours un essai de thérapie combinée. L'autre molécule, BMS, qui a été reprise par Biohaven,
Elle est aussi testée dans une étude de phase 2-3 pour les patients de 4 à 21 ans qui sont capables de s'asseoir ou sont capables de marcher. Et le but aussi, c'est d'évaluer l'efficacité de cette molécule pour les patients qui reçoivent déjà une thérapie approuvée pour les SMA. Alors, le message à retenir, c'est que la combinaison d'un traitement qui va restaurer le gène SMN2 avec un traitement qui ne cible pas le gène SMN2 pourrait améliorer des différents degrés de faiblesse, de fatigue et d'immobilité dont les patients souffrent. Voici ce que j'ai eu à vous dire. Je suis prête pour les échanges et répondre aussi aux questions que vous avez. Je me rappelle, il y avait une question peut-être sur les effets secondaires ou sur des réticences de l'antimyostatine. Je ne sais pas si c'était le cas. Non? Oui. Pour l'instant, les résultats à 36 mois, ils ont montré des effets secondaires comme la température, des nausées, des vomissements, infection Covid aussi, pour dire que sont les effets qu'on peut s'attendre pour une population d'amyotrophie spinale. Nous, dans notre centre, nous avons 7 patients déjà et ça, je confirme que ça se passe bien pour l'instant et aucun patient est sorti de l'étude à cause des effets indésirables graves pour cette molécule. Tout à l'heure, nous avons parlé des effets secondaires de la thérapie génique par intraveineuse et je voulais vous poser la question des effets secondaires de la thérapie génique en intratécale. Je pense notamment à l'essai Strengths. Qu'est-ce qui a été constaté et sur combien de patients? Parce que je sais que la cohorte est toute petite. Oui. Donc, est-ce qu'on a déjà des résultats? Alors, non, on n'a pas encore de résultats. C'est un essai qui a commencé il y a quelques années et qui a dû être arrêté à cause des effets qui ont été vus chez les singes au niveau de la moelle dorsale pour les patients. Mais pour l'instant, l'étude vient de commencer et nous n'avons pas encore de résultats. Bonjour. Je voulais savoir comment on peut expliquer le désintérêt des pharma sur les essais chez les adultes, et notamment le retard des essais en double dose chez Biogen et sur ces médicaments. Je pense que ce n'est pas un désintérêt. Les pharma, ils ont besoin de valider leurs produits. Il faut, pour arriver à être sur le marché, les données doivent être très très claires, aucune façon d'interpréter. Et c'est leur choix de choisir, c'est leur don de choisir des populations qui peuvent démontrer un effet clair d'efficacité. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser une population plus petite, mais sur laquelle le changement va être démontré significatif, que prendre une population sur laquelle on a vu l'évolution n'est pas suffisamment évidente si on traite déjà avec des molécules qui existent déjà. C'est des choses qui vont s'enchaîner, mais effectivement, ce n'est pas les populations sur lesquelles il faut imaginer, c'est des populations sur lesquelles le résultat doit être sans doute correct et dans la faveur de médicaments ou non. Mais ça peut être discuté ensuite, par la suite, pour la mise sur le marché, qui était le cas aussi pour Risdiplam, où on avait des résultats pour des adultes jeunes, et après la recommandation était pour tous les patients. Bonjour, par rapport à la myostatine, je ne sais pas si par rapport aux effets secondaires, est-ce qu'on a réfléchi sur, vu que les muscles devraient s'épaissir, sur les effets secondaires sur le muscle cardiaque, je suppose que ça épaissiterait aussi les muscles cardiaques et donc risque que le sang ne circule pas assez dans le cœur. Il y a deux choses à tenir compte, c'est que le muscle cardiaque n'est pas le même que le muscle squelettique. Du coup, les effets qui ont été vus, ils n'ont pas du tout visé le cœur.
Et aussi, c'est une molécule qu'on connaît depuis des années, qui était testée dans plusieurs maladies non musculaires, notamment dans Duchenne, chez les patients avec une dystrophie musculaire. C'est des résultats qui n'ont pas, c'est des essais qui n'ont pas abouti malheureusement, et aucun effet a été déclaré sur la croissance musculaire ou sur la croissance d'un diamètre musculaire chez les patients. Le fait qu'on parle d'une augmentation de la force musculaire, et peut-être j'ai montré comme la photo parce que ça parle de la vache, mais c'est pas la même chose qu'on voit chez les patients qui ont déjà des muscles atrophiques, et c'est même pour les patients Duchenne qui sont de base peut-être un petit peu plus en hypertrophie, du coup ils sont plus visibles, c'est des choses qui ne se voient pas, et l'auteur n'a pas été touché dans tous les essais qu'on avait déjà eu pour cette molécule. Oui, bonjour. Du coup, je repose ma question sur la thérapie, savoir où ça en est, est-ce que ça a un effet intéressant ou pas? Je ne sais pas où vous êtes, mais... vous êtes... Pardon. Oui. Pardon. Oui, je repose ma question de tout à l'heure sur la bithérapie. Si c'était prometteur, si ça m'intéresse. Alors, la bithérapie, on parle de bithérapie, on peut parler ou d'un traitement, comme mes collègues ont dit, de thérapie génique, qui va amener le gène SMN1 pour produire le SMN2, et un autre traitement qui va réguler le SMN2. C'est des choses qui existent déjà, ajouter risdiplam en thérapie génique, ou de changer avec nusinersen avec thérapie génique. Je ne sais pas si c'est votre question. Parce qu'après, les bithérapies peuvent être aussi celles qui sont actuellement en cours, avec des essais, avec des molécules comme l'antimyostatine, qui s'ajoutent à un traitement de base approuvé. Du coup, ça concerne plus la première association. Le couple Zolben-SMA plus le sirop. Oui, c'est des données qui existent, qui commencent à être publiées sur la vraie vie. Récemment, il y a des cohortes qui sont ou aux États-Unis ou au Canada, où sur des nombres très peu de patients, on parle de 15 ou 20 patients, qui semble que l'ajout de risdiplam continue à améliorer les patients qui ont déjà une thérapie génique 15 mois après la thérapie génique. Ce qui est plutôt encourageant, mais c'est des données vraiment limitées, c'est des populations qui sont très restantes, et ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, avec le registre on pourrait avoir plus d'informations, et aussi oser peut-être discuter, je parle aussi de médecins, aussi des familles, oser ajouter ce type de thérapie, parce qu'il y a un intérêt à le faire. C'est une question qu'on a en France, on commence à faire, peut-être de plus en plus, d'ajouter des thérapies, mais pareil, tout ce qui est combinaison de traitements, les cas restent complexes, ils sont discutés en concertation pluridisciplinaire avec l'ensemble des médecins en France. Bonjour. Est-ce qu'on a des retours concernant la toxicité et les risques liés à l'utilisation de deux thérapies chez un même patient? Les deux thérapies, thérapie génique et thérapie qui conduit le SMN2. Oui. Parce que les données que nous n'avons pas, c'est les combinaisons de thérapie risdiplam-nusinersen. Ça, à ma connaissance, ils ne sont pas encore faits. Il y a certaines familles qui posent des questions. Ce n'est pas fait. Et au niveau de toxicité, je sais que sur le plan clinique, les patients ils tolèrent bien les deux thérapies, sur les très peu de populations qu'on a. Après, il reste toujours le risque des MAT, le risque de thrombocytopénie chez les patients qui reçoivent une thérapie génique. Mais il n'y a pas un risque de toxicité pour l'instant qui était démontré sur les très peu de patients. Il y a un essai qui est en cours maintenant qui va étudier l'ajout de nusinersen après une thérapie génique, et c'est la seule façon de pouvoir avoir de bonnes données de toxicité pour les patients, c'est le faire dans un cadre d'une recherche, et ça existe, et l'étude il est actuellement en cours, mais les données de la vie réelle montrent une bonne tolérance des deux thérapies, avec les risques qui sont amenés par chacune. En dehors justement de l'aspect médical, on parle beaucoup de données, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'évolution des différents systèmes de mesure aujourd'hui.
On a vu apparaître il n'y a pas longtemps l'application par rapport à Biogène pour l'aide à la kiné. Est-ce que justement il y a des développements ou des recherches qui sont faites pour essayer d'améliorer les mesures de données, mais à grande échelle? On en a parlé un petit peu, mais on a dit peut-être, il y a des choses qui se passent à côté, mais précisément il y a des choses qui sont concrètes, qui sont menées dans les recherches. Alors il y a deux choses, il y a des choses qui sont menées par l'industrie pharmaceutique, donc il y a effectivement Roche aussi qui essaie de développer son appli de suivi, d'auto-évaluation des patients et d'activité physique. Il y a le registre, alors on est très en retard, mais l'idée du registre SMA c'était aussi que tous les auto-questionnaires qu'on vous donne de manière annuelle, ils puissent être simplement implémentés sur une petite interface smartphone pour les faire à la maison et intégrer directement dans le registre. Ça devait sortir début d'année et puis il y a eu du retard, mais l'appli se dessine et je pense qu'on pourra la proposer début 2024. Et puis après je pense que la question c'était aussi sur l'évaluation de l'activité physique sur les performances, et ça justement à la World Muscle Society il y a eu des essais qui se profilent aussi sur, quand on parle de thérapie combinée, d'ajouter de l'activité physique à des traitements modificateurs SMN. Alors on le fait de manière intuitive, c'est-à-dire que la plupart des patients, on a essayé de renforcer les effets soit du Spinraza, soit du Risdiplam par une prise en charge rééducative spécifique, parce que ce qu'on sait avec la rééducation, c'est souvent on améliore, mais malheureusement transitoirement, c'est-à-dire qu'après, quand on arrive 3-4 mois après la rééducation, on a reperdu le bénéfice, et on s'était dit que de cumuler les effets de la rééducation et du traitement médicamenteux, on pourrait peut-être avoir un effet un peu plus pérenne dans le temps. Et ça, alors c'est pas évident de monter un essai avec de la rééducation, parce qu'il faut un groupe contrôle. Qu'est-ce que c'est un groupe contrôle de rééducation? Est-ce que c'est juste des massages et de la physiothérapie versus une activité physique? Mais en tout cas, il y a des modèles d'études où on montre que l'activité physique intensive ajouté au traitement, ça améliore l'effet du traitement. Donc voilà, quand on parle de thérapie combinée, il n'y a pas que... on a parlé de salbutamol, on a parlé peut-être de plusieurs modificateurs SMN, des inhibiteurs de la myostatine, mais voilà, il ne faut pas oublier, comme on disait, l'épigénétique et l'activité physique, etc. Ça fait beaucoup. C'est vrai qu'avant, on disait, on était beaucoup plus réticents sur tout ce qui est activité physique, et maintenant, de plus en plus, des programmes qui sont en train d'étudier avec des bons résultats. Oui, bonjour. Alors, j'avoue que j'ai plusieurs questions, mais je vais essayer d'être concise. Alors, la première question que je me pose vraiment réellement, c'est la thérapie génique pour les personnes adultes. Alors, je sais que voilà, il y a des choses qui se disent et qu'on peut peut-être espérer dans 5 ans passer sur les personnes adultes. Je sais que la problématique est quand même assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? La seule chose que je peux vous dire, c'est que maintenant, avec le démarrage de ce nouvel essai pour les thérapies géniques chez des patients un petit peu plus grands et plus âgés que ce qu'on voyait sur les bébés de type 1, ils peuvent nous donner des données pour imaginer ou voir, valider l'effet pour des patients adultes. Après, je pense qu'il y a deux choses, après je laisse aussi ajouter, parce que tu vois, oui, pour les adultes, c'est pas mon domaine. D'un côté, c'est la façon d'administrer, ça peut être problématique. Et deuxièmement, c'est les effets secondaires. Du coup, c'est deux choses qu'on doit tenir. Et qu'est-ce qu'on attend pour ces patients pour lesquels il existe encore des thérapies? C'est 3 points qu'il faut tenir compte avant de dire qu'une thérapie, ça sera éligible pour des patients adultes. Je disais à la WMS, ils ont montré les résultats de la thérapie génique chez les enfants plus grands, jusqu'à 5 ans. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu d'amélioration, mais c'est vraiment une stabilisation des performances motrices. Donc ça refroidit un petit peu aussi sur les effets de la thérapie génique chez des gens un petit peu plus grands. Et puis chez l'adulte, pour la thérapie génique, se pose la question du vecteur viral. On prend toujours un virus comme a dit Jean-Baptiste, comme cheval de Troie pour aller cibler. Le problème de l'adulte, c'est qu'on a été exposé à beaucoup plus de virus, avec souvent des anticorps beaucoup plus larges. Et ça se pose dans d'autres maladies où la thérapie génique est un peu plus en avance, par exemple le POMP, où souvent les gens à l'âge adulte ont des anticorps contre tous les AAV qui sont potentiellement utilisés. Donc si il faut cumuler une immunodépression à une thérapie génique, on cumule les risques d'effets secondaires, etc. Donc ça va compliquer encore plus la proposition de tel type de traitement chez l'adulte. Mais après, on aura peut-être des avancées, des bonnes nouvelles, mais ça paraît, 5 ans, ça me paraît pas raisonnable. C'est difficile à donner une tranche de...
Une dernière question, après, juste que je fasse mon tour. Alors, personnellement, en fait, j'ai été traitée, j'ai une SMN 3, SMA 3, et du coup, j'ai été traitée au Spinraza. J'ai eu une pente évolutive assez importante, et du coup, je commençais à perdre au niveau déglutition, au niveau respiratoire, etc. Et depuis le Spinraza, j'ai pas mal récupéré, et j'ai été... voilà, j'étais bien sûr ravie parce que j'ai pu récupérer un certain nombre de choses. Maintenant, j'ai lu une étude qui disait que lorsqu'on fait de l'exercice physique, on pouvait récupérer 4 fois plus en fait au niveau moteur, etc. Donc c'est ce que j'ai fait depuis 1 an. Et voilà, je voulais juste apporter un témoignage que oui, en fait, il y a peut-être alors une récupération qui ne se voit pas énormément, je ne lève pas les bras en l'air, je ne fais pas des choses extraordinaires au-dessus de la normalité, mais il y a vraiment une récupération au niveau tonus global, déglutition, fatigabilité de la journée, etc. Et ça, c'est précieux. Et je me demande si finalement il y a un accompagnement à l'hôpital, parce que personnellement je ne l'ai pas trouvé, j'ai dû l'inventer, on va dire, moi-même, sur l'accompagnement, sur ça en fait, sur la récupération physique. Ça veut dire qu'on est administré, c'est bien, c'est génial, c'est magnifique, et je sais de quoi je parle. Mais derrière, s'il y a un accompagnement en fait sur voilà, la récupération musculaire, faire des exercices et voir voilà, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence entre avoir le Spinraza sans les activités physiques ou avec. Et moi, personnellement, je vois qu'il y a une différence. Voilà, je voulais juste vous apporter ce témoignage et vous questionner aussi dessus. Bon, je vous remercie pour votre témoignage, ça renforce un petit peu ce qu'on dit ici. Et c'est toujours important par rapport à tout ce qui est activité physique. Il y a une partie de cet après-midi sur l'atelier où ce point va être vraiment abordé. Et après, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire sur les nouvelles essais qui sont faits avec un accompagnement de renforcement musculaire en plus d'une thérapie ou d'une bithérapie. Du coup, je vous invite à voir les ateliers cet après-midi. Tout d'abord, je voulais quand même qu'on applaudisse tous les intervenants qu'on a eus ce matin. J'en profite aussi pour qu'on applaudisse Laurent. Alors c'est celui qui est passé distribuer le micro, il essaye de ne pas se mettre en avant, mais il a été quand même derrière toute la journée à répondre à des mails. Pas que des mails, on s'est beaucoup appelé aussi. Du coup, quelques petites informations. La première, c'est que vous devez savoir que cette année, pour le Téléthon, sur une des affiches, il y a un petit SMA. Il est derrière moi, il marche et il est présent aujourd'hui. Alors, il paraît qu'il est à la garderie, parce que la garderie, c'est mieux que la plénière d'information, surtout quand on a 2-3 ans, je crois. Mais il est avec sa maman, donc vous pourrez le croiser. Elle est au fond, quelque part, on me dit. Voilà, il y a quelqu'un qui pointe du doigt pour ceux qui veulent. Voilà. Il ne faut pas oublier, du coup, on me dit les dates du Téléthon qui, cette année, sont le 2e week-end de décembre, donc le 8 et le 9 décembre. Et donc, on vous invite tous à faire une cagnotte, parce que, du coup, on a eu les rappels cette année. Les cagnottes, c'est quand même une remontée pour le Téléthon qui est hyper importante. Ça nous permet de toucher vos proches, vos familles. Et vous êtes quand même la force motrice sur le quotidien pour nous permettre d'organiser par exemple des journées comme celle-ci. Et donc on vous invite tous à créer des petites cagnottes. Donc sur notre page Facebook, on vous remettra les liens de toute façon pour créer les cagnottes. Donc voilà, et bon appétit.